Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine a été ministre socialiste de l'écologie. Elle est aujourd'hui députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Jamais l'écologie et les questions environnementales n'ont autant été au cœur du débat politique. Alors est-ce que ça vous enchante ou est-ce que ça vous inquiète ? Ça m'enchante. Et en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les faits qui impose le fait que cette préoccupation soit désormais parmi les premières pour tous les citoyens. C'est les canicules, c'est les incendies en Amazonie, c'est toutes les données qui nous arrivent chaque jour, les inondations dans le sud de la France ces derniers jours, qui montrent qu'on est dans une accélération extrêmement violente du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et donc c'est normal que cet enjeu vital, en fait, fondamental, l'urgence dans laquelle on est, soit désormais au centre du débat politique et qu'elle définisse un nouveau clivage entre ceux que j'appelle les destructeurs, qui sont pour continuer le modèle de société actuel, et les terriens que nous sommes tous. Ça signifie qu'il y a une vraie prise de conscience collective aujourd'hui en France par rapport à ces questions-là ? Des citoyens, oui, qui sont en avance, comme d'habitude, sur les dirigeants politiques. On a, par exemple, aujourd'hui, une grande majorité de Français qui disent que le modèle économique actuel est incompatible avec la lutte contre le changement climatique. On a une majorité, ce qui est une première dans l'histoire de France, une majorité de Français qui disent qu'il faut réduire drastiquement la consommation. Et donc, il y a un retard, si vous voulez, entre des dirigeants politiques qui continuent à dire la croissance économique d'abord, la production d'abord, la consommation d'abord, alors que les citoyens, eux, sont entrés dans la conscience du fait que maintenant, on est dans une situation d'urgence vitale. Alors, dans le cadre des débats relatifs au projet de loi de finances 2020, un amendement porté par 7 députés En Marche propose d'instaurer un malus écologique relatif à la masse des véhicules, en plus de celui lié à leurs émissions de CO2. Vous êtes favorable à cette initiative, je crois, pour quelle raison ? Parce qu'en fait, les constructeurs automobiles aggravent la pollution. C'est-à-dire que quand on regarde depuis des années, chaque année, les nouveaux modèles de véhicules sont plus lourds que ceux qui étaient sortis les années d'avant. Et on a en France une augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur automobile qui est liée à ce type, qui est liée à la commercialisation de ce type de modèles qui sont maintenant dominants sur le marché. Et donc, c'est une régression sur le plan environnemental. Ce sont des véhicules plus chers, plus lourds, qui polluent plus et qui ne correspondent pas à des besoins. Et là, pour le coup, vous ne pensez pas que cette mesure soit extrêmement impopulaire ? On parlait des cas de conscience chez les gens, mais là, pour le coup, on sent bien que les gens sont tout à fait d'accord pour dire non, plus de SUV parce qu'il y a un confort, il y a plein de choses comme on peut l'imaginer. Vous pensez que tout le monde peut s'acheter un SUV ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je crois pas. Et donc, en fait, moi, je suis pour l'écologie pour tous. Aujourd'hui, ceux qui subissent la pollution, première cause de mortalité en France, ceux qui subissent les logements passoires thermiques, ceux qui, 30% des habitants des territoires ruraux, 30% des ouvriers et des employés dans les villes sont dépendants dans leurs déplacements des énergies fossiles, sont donc exposés à l'augmentation du prix des énergies fossiles. Autrement dit, dans quelle situation on est ? Il y a une inégalité fondamentale par rapport à l'écologie, par rapport à la pollution. Et moi, je suis pour l'écologie pour tous. Et donc, ceux qui doivent faire le plus d'efforts sont ceux qui aujourd'hui polluent plus et qui ont les moyens d'avoir des modes de vie qui sont beaucoup plus impactants pour l'environnement. Est-ce que pour autant vous entendez ceux qui disent que ce soit les filtres à particules ou alors les batteries de voitures zéro émission en passant par les petits moteurs électriques des hybrides, ces dispositifs visant à polluer moins pour le coup sont synonymes de poids ? Est-ce que c'est pas un peu ubuesque maintenant on va pas payer pour la taxe carbone, on va payer plus cher parce que la voiture est plus lourde. Non, alors, c'est pas du tout les filtres à particules qui ont augmenté de façon aussi considérable le poids des véhicules. Non, mais il y aura des voitures électriques qui seront plus lourdes, qui feront plus d'une tonne 3, clairement, du fait des batteries. C'est une stratégie consumériste. Les batteries, ça pèse effectivement, si c'est ça votre question. Donc, on a des véhicules hybrides qui peuvent poser problème s'ils sont utilisés en mode énergie fossile et non pas en mode électrique, parce qu'effectivement, ce sont des véhicules plus lourds. Mais franchement, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, l'industrie automobile, aujourd'hui, c'est elle qui fixe les règles du jeu, alors que ça doit être les pouvoirs publics qui les fixent et qui disent stop à la pollution. Et on vous demande, sur le plan industriel, d'aller vers des véhicules plus légers, plus économes, qui polluent moins et qui coûtent moins cher.
Alors le fait est que la France vient d'être condamnée cette semaine par la Cour de justice européenne pour dépassement systématique et persistant du seuil limite de dioxyde d'azote depuis 2010, un polluant issu donc des voitures et qui tuerait selon l'estimation 75 000 personnes par an en Europe, dont 9 300 en France. Là pour le coup c'est les plus vieilles voitures, les grosses voitures, comment on fait pour savoir? En fait, la pollution de l'air... Là je parle de l'azote, uniquement de dioxyde Oui, mais d'azote. moi je parle de l'ensemble On de parle pas des particules fines. La pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité en France, devant le tabac, devant l'alcool. Et malheureusement, il n'y a pas d'engagement d'une politique de santé publique qui le prenne en considération. Et il y a eu même un laxisme sur le plan des règles imposées à l'industrie automobile, Depuis 2010, dont le summum, c'est l'affaire Volkswagen, qui porte précisément sur ce qu'on appelle les NOx. Les logiciels truqueurs utilisés par Volkswagen, comme par d'autres constructeurs, notamment français, c'était justement pour contourner les réglementations visant à lutter contre ce type de polluants. On change de moyen de transport. La France a voté l'écotaxe sur les billets d'avion, une taxe qui devrait logiquement être appliquée début 2020. Alors le montant, selon les vols et selon la classe dans laquelle le voyageur voyagera, ça va de 1,50 € à 18 €. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un geste symbolique. C'est beaucoup plus cher en Allemagne, j'ai vu. C'est beaucoup plus drastique en Allemagne. Moi, j'ai proposé une autre décision, qui est de mettre fin aux liaisons aériennes intérieures qui ne servent à rien, comme par exemple Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon. Poitiers-Lyon. Sur des villes qui sont... Poitiers-Lyon, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a le TGV entre Poitiers et Lyon? Ah bah non, mais faut quoi. Sur les liaisons qui sont desservies par le TGV et qui peuvent se faire où il n'y a pas plus d'écart de 2h30 entre le trajet en train et le trajet en avion. Et ce que je constate, et j'étais moi-même surprise, c'est qu'il y a 69% des Français qui sont d'accord avec cette proposition, qui est une proposition de bon sens. Je pense qu'ils seraient d'accord aussi pour que les places de TGV soient beaucoup moins chères. Le TGV est très très cher. Vous avez parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle la taxe Chirac, parce qu'en fait, l'éco-contribution là dont vous avez parlé, c'est une évolution de ce qui avait été créé par le président Chirac pour financer notamment l'aide au développement, soit affectée à la baisse des prix du train. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait effectivement... On est quand même dans une situation aujourd'hui où le secteur de l'aviation échappe à l'impôt sur le kérosène et bénéficie de toute une série d'avantages fiscaux qui ne sont pas normaux, alors que c'est un secteur qui pollue de façon importante et que chacun aujourd'hui doit avoir conscience dans ses déplacements qu'il faut faire les choix les moins impactants. Clairement, Delphine Batho, pour vous aujourd'hui, les politiques écologiques doivent être punitives pour être efficaces? Punitives pour qui? Punitives pour les consommateurs. Punitives pour... non. Pour les consommateurs, non. Punitives pour les Monsanto, punitive pour Total, punitive pour les pollueurs, les destructeurs de la forêt amazonienne. Pour les contribuables. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'écologie pour tous. L'écologie, pour moi, ne doit pas être un truc de BCBG qui serait réservé à certaines catégories sociales, pendant que d'autres catégories de la population, les plus modestes, seraient, eux, exposés à la pollution, à la malbouffe, ainsi de suite. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, une invisibilité qui a été organisée autour de la réalité des inégalités environnementales. Je vais prendre un exemple. Qui habite à côté des sites Céveso dans les grandes villes? Deux tiers des 2 millions d'habitants qui habitent à côté des sites Céveso sont des habitants de quartiers, ce qu'on appelle ZUS, zones urbaines sensibles, autrement dit des quartiers HLM. C'est ça la réalité sociale de notre pays, c'est qu'il y a une inégalité flagrante et que, au contraire, le projet des écologistes, c'est l'écologie pour tous, c'est de s'attaquer à ces inégalités et que tout le monde puisse vivre bien. On va en parler justement, parce qu'un mois après la tragédie de Lubrizol, on vient à Rouen, on vient de voir qu'un accord a été trouvé entre l'État et l'industriel. Tout sera dédommagé. Vous y croyez, cet accord? Cet accord, en tout cas, il confirme la responsabilité de Lubrizol. Maintenant, il y a une procédure judiciaire. Donc, il y a des mesures d'urgence, notamment pour les agriculteurs,
qui ont subi directement un impact extrêmement lourd de cette pollution qui a entraîné le fait qu'on dise qu'il faut arrêter de commercialiser les produits agricoles pendant un certain temps. Il y a même par exemple des producteurs laitiers qui ont dû détruire leur production de lait. Donc que ça, ce soit indemnisé d'urgence, ça me paraît totalement normal. C'est la moindre des choses. Idem pour les commerçants de Rouen qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires notable. Bien sûr, mais ça ne suffit pas, si vous voulez, à répondre à ce qui est aujourd'hui l'exigence des habitants de Rouen et de toutes les régions qui ont été concernées par l'impact de cet incendie, qui est une exigence de vérité. Qu'on sache ce qui s'est passé, qu'on sache quels sont ces polluants, et pas seulement ce qu'on appelle la toxicité aiguë, mais sur le long terme, quels peuvent être les risques pour la santé et pour l'environnement. On va bien sûr en parler, mais vous parliez des riverains. Alors en Poitou-Charentes, il y a de nombreux sites industriels classés Céveso. Illustration à La Rochelle, où les riverains des sites à risque sont, vous l'imaginez, très inquiets après la tragédie Lubrizol. Vous voyez le reportage que nous avons diffusé quelques jours après la catastrophe de Rouen. Une usine en feu dans la proche périphérie rouennaise, une épaisse fumée noire qui s'échappe d'un site industriel où sont stockés et synthétisés des produits chimiques. Un site classé Céveso. L'incendie de Lubrizol à Rouen la semaine dernière est vécu d'une façon un peu plus intense qu'ailleurs, ici, dans le quartier de la Leu-la-Palisse à La Rochelle. Un quartier où 6 sites sont classés Céveso seuil haut. Produits inflammables et toxiques chez Solvay, engrais stockés chez Borealis ou encore stockage de produits pétroliers chez Picotti ou SDLP. Plus de 5000 personnes habitent ici proche de ces usines. Le fait que ce soit à côté de chez nous, on se demande si ça ne peut pas arriver aussi demain ici. Donc ça fait peur, oui. À la première opportunité, je déménagerai. Il y a beaucoup de gens qui veulent déménager. Les amis que j'ai dans le coin ont parfaitement conscience qu'on est dans une zone dangereuse, super dangereuse. Depuis 10 ans, Raymond Bosier, avec son association Respire, informe les riverains de la Palisse sur les risques liés au site quasi mitoyen et milite auprès des pouvoirs publics pour la mise en sécurité des populations. Cette présence de sites classés Céveso seuil haut, ce qui est un classement qui n'est pas folklorique, un classement, il y a un danger mortel souvent dans ces zones-là. Aussi près des habitations, c'est une aberration. Des sites forcément sous surveillance maximale, dont l'exploitation est soumise à autorisation préfectorale. Entreprise soumise aussi à plusieurs contrôles annuels de conformité. Équipements de sécurité, détecteurs en tout genre. Ce sont les inspecteurs de la DREAL assermentés et sous l'autorité du préfet qui en ont la charge. Les études de danger qui sont à la charge de l'exploitant, qui sont contrôlées par nous, qui font l'objet de contrôles par des bureaux d'études extérieurs aussi. Et ces études de danger donc, sont réactualisées tous les 5 ans. Et un des points que l'on regarde dans ces études de danger, c'est qu'un accident sur un site ne puisse pas avoir ce qu'on appelle d'effet domino sur les sites extérieurs. Objectif, minimiser le risque qui, en l'occurrence, ne peut être nul. On l'a vu à Rouen. En France, 700 sites sont classés Céveso seuil haut. Ils sont 21 en Poitou-Charentes. Delphine Batho, le nombre de contrôles dans les sites Céveso a diminué de plus de 40% en 10 ans en France. Absolument. Et l'actuel gouvernement a, dans une loi récente et un décret récent, autorisé que ces sites puissent faire l'objet de modifications sans autorisation préalable de l'État. Et c'est ce qui s'est passé à Lubrizol. On ne sait pas encore si ça a un lien avec l'incendie qui s'est produit. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de faute de l'État dans l'affaire de Lubrizol, puisque cette entreprise avait déjà connu un premier problème en 2013. Et il y avait eu une condamnation de Lubrizol à une peine dérisoire. Donc il y a aussi un problème d'absence de sanctions. Il y a une relative impunité, en fait. Quand une entreprise comme Lubrizol, si vous voulez, est à l'origine d'un dégagement de mer captant comme celui qu'il y a eu en 2013, que la peine soit une peine de 4 000 €, c'est pas sérieux. Quand vous étiez aux affaires, est-ce que vous avez procédé à... Vous avez pu augmenter le nombre de contrôles ou au contraire, il y a eu des diminutions de contrôle également? Moins 40% en 10 ans. J'ai préservé ces moyens et il ne vous a pas échappé que j'ai été limogée du gouvernement pour avoir dénoncé le mauvais budget du ministère de l'écologie. En fait, le ministère de l'écologie devrait être reconnu comme un ministère régalien parce que ceux qui aujourd'hui s'occupent de la prévision et de la prévention des crues,
ceux qui s'occupent de la sécurité des sites Seveso, ceux qui protègent la biodiversité, en fait, assurent la protection et la sécurité des Français. Donc ça devrait être un ministère qui est reconnu comme un ministère régalien. Et en ce qui concerne Lubrizol, je serai auditionnée à ma demande par la commission d'enquête qui a été mise en place au Sénat le 12 novembre prochain, parce qu'effectivement, il faut aller au bout des leçons et des enseignements de cette catastrophe. Parce qu'il y a notamment un problème, c'est qu'en fait, j'habite moi-même dans un site Seveso-Seuil, à côté d'un site Seveso-Seuil-Haut, à Mel, c'est qu'en fait, toute la conception, et il ne faut pas mettre tous les industriels sur le même plan, hein, mais si vous voulez, toute la conception de la sécurité des sites Seveso, elle est basée sur le risque létal, c'est-à-dire en fait les risques qui entraînent mort d'homme. Et tout ce qui concerne par exemple l'émission de pollution qui pourrait avoir des effets sur la santé à très long terme n'est aujourd'hui pas suffisamment prise en compte. En 2 ans, 34% d'accidents dans les de plus, augmentation Oui, de 34% d'accidents sur les sites absolument, parce industriels. que ces sites vieillissent. Parce que, encore une fois, il ne faut pas mettre tous les industriels dans le même panier, parce qu'il y en a qui sont très rigoureux. Mais aussi, on a par exemple des phénomènes de sous-traitance dans ces sites industriels, avec donc une perte de ce qu'était la culture ouvrière, de la sécurité des installations. Et pas que là, on va en parler justement sur un autre plan. Certains voient dans la gestion de crise du gouvernement concernant Lubrizol, un parallèle avec Tchernobyl. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien appris depuis les années 80 concernant les gestions de crise de ce genre de type d'accident? C'est là que j'ai parlé de faute de l'État. Parce qu'en 2013, moi, j'avais relevé tellement de dysfonctionnements dans la gestion de crise que j'ai commandé un rapport d'inspection. Et les conclusions de ce rapport d'inspection étaient extrêmement claires, et notamment à la fois sur les questions de santé et sur ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la façon dont il faut communiquer quand on est dans une situation de cette nature. Il y avait des conclusions très, très claires, en fait, qui n'ont pas été appliquées par le gouvernement dans ce qui s'est passé à Lubrizol le 26 septembre. Parce qu'il y a une culture de la relativisation des risques écologiques et du risque sanitaire. Donc en fait, il y a une culture... Certains disent une culture du mensonge également. Non, il y a une culture de l'administration. C'est pas un mensonge volontaire. Il y a une culture de vouloir pas tout dire, de vouloir rassurer pour éviter une panique. Et en fait, à force de ne pas tout dire, on crée cette panique parce qu'on alimente le sentiment que la vérité est cachée. On parlait de nucléaire avec Tchernobyl. Le gouvernement français préparerait en catimini un nouveau programme nucléaire. C'est en tout cas ce qu'on apprend à la lecture de nos confrères du Monde la semaine dernière, où on peut lire dans une lettre adressée au président d'EDF, le gouvernement donne une feuille de route précise conduisant à la construction de 6 réacteurs EPR sur les 15 prochaines années, alors que même la facture de l'EPR actuelle n'en finit pas de s'alourdir. Qu'en pense la députée que vous êtes? Moi, j'ai demandé l'audition urgente des 2 ministres, c'est-à-dire Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Parce que je trouve incroyable que le gouvernement envisage le lancement d'un nouveau programme nucléaire dans le dos des Français, dans le dos de la représentation nationale, alors même que je l'ai interrogé au mois de juin, au mois de juillet, puisqu'on avait un débat parlementaire sur l'énergie. On pourrait dire même harcelé de questions sur ce qui était en train de se passer. Et on nous a dit, mais non, mais pas du tout. On décidera seulement après 2022. On est seulement en train de réfléchir. On vous dira tout. Tout sera transparent. Et on apprend par la presse cette commande qui a été passée à EDF. Donc c'est un enjeu effectivement lourd. D'autant que, comme vous venez de le rappeler, l'EPR de Flamanville en est à une multiplication par 4 de ses coûts et devait ouvrir, je le rappelle, en 2012. On est en 2019 et on ne sait pas s'il pourra produire de l'électricité un jour. Concernant la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne, de nombreuses voix mettent en garde contre les nomades du nucléaire, ces ouvriers sous-traitants qui voyagent en fonction des chantiers. Est-ce qu'on doit limiter la sous-traitance des chantiers nucléaires en France? Oui, c'est d'ailleurs une proposition que j'avais faite quand j'étais membre du gouvernement. Il faut en finir avec les logiques de réduction de coûts et de sous-traitance dans les centrales nucléaires. Ça a des impacts sur la sûreté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Un mot a fait son apparition ces dernières semaines dans le monde politique et médiatique, celui d'agribashing, que l'on pourrait traduire par mauvais traitement envers les agriculteurs. Sont-ils, selon vous, à l'origine des problèmes environnementaux de nos campagnes ou en sont-ils les victimes ? Il y a une image de l'agriculture, non pas des agriculteurs, qui est dégradée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande
de la société, qui est celle d'un changement des pratiques agricoles, d'un modèle qui aille vers le fait de travailler avec la nature et non pas contre elle, de sortie des pesticides, de retrouver une relation directe aussi entre les producteurs et les consommateurs. Et il y a une crispation, non pas des agriculteurs, mais d'une partie de ceux qui dirigent le monde agricole contre cette évolution sociétale. Tous les agriculteurs qui s'engagent dans cette voie, par exemple, dans les Deux-Sèvres, on a une augmentation l'année dernière de 41% des surfaces en conversion vers l'agriculture biologique. Donc il y a un mouvement et tous ceux qui s'engagent dans cette évolution le vivent très bien, mais il y a une crispation. Je pense que ce serait faux de dire que ce n'est pas une réalité. Mais regardez ce qui se passe autour du film Au nom de la terre. Attendez, vous me faites les relancements avant que je les fasse. Juste avant cela, je vous propose d'écouter quand même deux agriculteurs qui ont manifesté mardi dernier pour reconquérir justement le cœur des Français. On les écoute. Aujourd'hui, si on en est là, c'est que la population nous demande de faire mieux de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire mieux de ce qu'on fait. Après, il faut que la population soit avec nous. On nous dit qu'il faut travailler propre en France et on importe des produits dont on ne connaît pas les traitements, mais on nous dit oui, mais c'est normal, c'est l'Europe et c'est la mondialisation. Donc on n'est pas forcément d'accord. Voilà, il était question du CETA. Mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ça me permet de rappeler plutôt que les crispations que j'évoquais, de se regarder en chien de faïence ou de s'opposer à cette évolution vers l'écologie qui est attendue de la société. Pour moi, l'écologie et l'agriculture, en fait, c'est le même combat. On est ensemble contre le CETA. On doit être ensemble vers la sortie des pesticides en demandant des mesures d'accompagnement extrêmement fortes. Et on doit être ensemble aussi pour la bataille du revenu agricole et contre l'endettement. Parce qu'en fait, derrière cette situation où un agriculteur se suicide chaque jour, derrière le fait qu'on met énormément d'argent public au travers de la PAC dans un modèle qui est épuisé, il y a cette spirale infernale de l'endettement, de la fuite en avant vers plus de matériel. C'est ce que montre le film d'Edouard Bergeon, qui est remarquable, qui est remarquable. Et c'est significatif, en fait, ce qui est en train de se passer derrière ce film. À Mel, je crois que le cinéma de Mel, il a fait... C'est le record. Il a fait son record historique. Oui. C'est plus et que... je crois qu'en France, c'est là où il y a plus le que plus de personnes qui vont voir dans un plus que cinéma. Bienvenue chez les Ch'tis, pardon. Mais pas partout, vous avez vu, c'est-à-dire que dans les grandes villes, notamment, il n'y a pas le même élan, en fait, autour de ce Paris, film. ouais. Et moi, je travaille aujourd'hui autour d'un plan de désendettement des agriculteurs. Parce que si on veut permettre ce changement de modèle, il faut leur enlever aujourd'hui la pression qui les empêche de bouger, qu'est cette situation d'endettement qui fait que quand vous gagnez 2 €, il y en a un qui part directement à vos créanciers et qui congèle en fait la situation de l'agriculture française. Alors dans les côtés souriants de l'agriculture, Achizé, une équipe du Centre d'études biologiques, a démontré que les abeilles rapportaient plus que les pesticides en ce qui concerne les rendements de colza. Des observations faites sur 294 parcelles agricoles sur 142 exploitations dans les Deux-Sèvres. C'est plutôt bon signe, non, pour le développement de ce qu'on appelle l'agroécologie? Complètement. Parce que c'est souvent là que ça coince. Le bio, je veux bien, mais ça c'est pas rentable. Mais en fait, le travail que fait le CNRS de Chizé, il a été déterminant pour nous, par exemple, pour faire voter à l'Assemblée nationale l'interdiction des néonicotinoïdes. Parce qu'on nous disait, mais si on interdit les néonicotinoïdes, les rendements vont s'effondrer. Et on a prouvé que c'est l'inverse et qu'en fait, plus de pollinisateurs, c'est plus de rendement agricole. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, écologie et agriculture ensemble, vers cette transformation, parce que le fait de travailler avec la nature et non pas contre elle, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi pour le revenu agricole et c'est fondamental. Un mot sur les bassines, vous le savez, de nombreux opposants au système de retenue d'eau géante ne digèrent pas que vous ayez changé de camp en cours de route en acceptant de signer le protocole. Est-ce que vous les avez trahis ? Alors d'abord, je n'ai pas changé de camp. Moi, je suis pour qu'il y ait de l'eau et des poissons dans les rivières. Je suis pour qu'il y ait des insectes et des oiseaux dans les champs. Je suis pour une alimentation sans pesticides. Et je suis pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Donc je tiens les deux bouts de la chaîne. Et je suis pour une écologie de gouvernement. Je ne suis pas pour une écologie infantile ou marginale. Je ne suis pas pour une espèce de guerre civile autour de l'eau, je suis pour des solutions d'intérêt général. Il y a en fait un rapport de force qui fait bouger les choses pour entraîner tout un territoire vers quoi ?
vers un plan d'adaptation au changement climatique et une reconstruction de la biodiversité. Parce qu'en fait, il y a une réalité très difficile à regarder en face. C'est qu'on a par exemple aujourd'hui des maraîchers bio qui demandent la reconnaissance de la calamité sécheresse, qui ont pour certains d'entre eux, moi j'en connais un qui a eu 5 tonnes de courges au lieu de 20 tonnes, des milliers d'euros de perte de chiffre d'affaires à cause des canicules et de la sécheresse de cet été. Et tous les maraîchers des Deux-Sèvres sont dans cette situation. Donc en fait, ça va être pire dans les années à venir. Soit on anticipe, on réduit les prélèvements et on change le moment où on prélève l'eau pour laisser l'eau dans les rivières pendant l'été et au printemps, soit on ne fait rien, et à ce moment-là, on va au-devant de très graves difficultés et de la cessation d'un certain nombre d'activités agricoles. On termine rapidement, s'il vous plaît, avec les municipales qui approchent à grands pas. Vous êtes, je l'ai dit, présidente d'un parti politique, Génération Écologie. Est-ce que vous allez proposer des alliances avec d'autres formations politiques en vue de ces municipales ? L'Alliance des écologistes, que nous avons décidé au mois de juillet, après les élections européennes, donc notamment dans un certain nombre de grandes villes. Des alliances avec Europe Écologie Les Verts, par exemple ? Oui, tout à fait. Et le Parti Socialiste ? Non. L'Alliance des écologistes. Alors qu'eux vont peut-être s'allier avec le Parti Socialiste dans différentes villes comme Bordeaux, La Rochelle. L'écologie aujourd'hui doit clairement préparer 2022, être clairement une alternative au système politique en place et aux anciens clivages. Et donc oui, nous rassemblons aujourd'hui les écologistes dans un maximum de villes de France autour de listes indépendantes et autonomes de l'ancien clivage entre la gauche et la droite. Avec en vue 2022 les élections présidentielles. Absolument. Avec une candidature, la vôtre ? Non, c'est pas le moment des candidatures et c'est pas le problème. Le problème, c'est de sortir d'une situation dans laquelle les écologistes, pendant longtemps, ont fait l'impasse sur l'élection présidentielle. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Delphine Batho d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le chevet de la droite en Poitou-Charentes, une droite mal en point, mais qui espère bien rebondir avec les élections municipales. Nous verrons comment. Pour l'heure, place au journal régional. Excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.